David est né dans la poussière rouge et les cris du quartier Siporex, à Yopougon. Dans cette partie d'Abidjan, on ne naît pas avec un berceau, mais avec une dette. Fils unique d'Awa, vendeuse de beignets au marché de Jesco, et d'un père décédé dans un accident de moto, David a grandi dans la misère, entouré d'efforts silencieux et de rêves étouffés. Il a très tôt compris que l'argent n'était pas seulement un besoin, mais une question de survie. À 7 ans, il vendait des sachets d'eau glacée. À 12, il se battait pour porter les sacs des clientes au marché. À 15, il réparait des téléphones qu'il n'avait jamais appris à démonter. Et à 17, il connaissait déjà la rue comme un soldat connaît un champ de guerre. Mais David n'était pas comme les autres jeunes de son quartier. Là où beaucoup se contentaient de survivre, lui rêvait de dominer. Il voulait devenir l'homme le plus riche d'Afrique. Pas à 50 ans. Pas à 40. Maintenant. À 25 ans, son palmarès d'échecs était aussi impressionnant que ses ambitions. Il avait tenté les arnaques par mail, s'était fait passer pour un diplomate nigérian, et s'était presque fait lyncher par la police. Il avait tout perdu dans des paris sportifs, persuadé qu'un ticket allait le faire basculer dans la richesse. Il avait monté une petite boîte de livraison qui n'avait duré que 3 semaines. Il était devenu un professionnel de l'échec. Un expert de la chute. Mais il continuait d'y croire. Parce qu'il n'avait rien d'autre. Ce soir-là, il était assis seul dans un bar modeste, en bordure de route. Un de ces endroits où la bière est tiède, où la lumière clignote, où la musique est trop forte pour le peu de clients présents. Il n'avait pas assez pour une bière, alors il sirotait un petit jus de gingembre, lentement, comme un riche boirait du champagne. Le bar s'appelait Chez Tata Bintou, mais personne ne savait vraiment qui était Bintou. La télé au mur diffusait un vieux match de la CAN, sans son. Une serveuse aux yeux fatigués faisait semblant de sourire. David regardait dans le vide, perdu. Il pensait à appeler sa mère. Puis non. Il pensait à demander un prêt. Puis non. Et c'est là qu'il entra. Un homme, costume blanc, lunettes noires, allure calme. Dans ce bar de poussière et de décibels, il avait l'air déplacé, presque irréel. Il ne commanda rien. Ne parla à personne. Il marcha droit vers la table de David et s'assit sans même demander la permission. Il sortit une carte noire de sa veste. Une carte brillante, sans logo, sans nom. Puis, il posa son regard froid sur David, et dit calmement. « Tu veux être riche ? Plus riche que tu ne l'as jamais imaginé ?» David haussa un sourcil. « Frère, regarde-moi. Tu crois que je suis ici pour faire des blagues ? J'ai même pas 500 francs pour payer un brochette. Tu me parles de richesse ? » L'homme ne bougea pas. Il esquissa un léger sourire. « Justement. Tu es vide. Et c'est ce que je cherche. Je peux te remplir. Mais il y a un prix. » David secoua la tête, méfiant. « Si c'est encore une arnaque, ou un de ces trucs de secte bizarres, je suis pas dedans. Mon âme, là, elle est trop fatiguée pour vos histoires. » Mais l'homme répondit calmement. « Tu n'as rien à donner. Juste à recevoir. Une somme. Chaque jour. Pendant 10 ans. Et une seule règle. » « Quelle règle ? » L'homme se pencha, approcha la carte noire du visage de David. « Tu devras dépenser 20 millions de francs CFA par jour. Sinon, tu meurs. » David éclata de rire. Un rire nerveux, bruyant, presque triste. « Frère, tu sais combien de gens paieraient pour être obligés de dépenser ? Si c'est ton piège, il est trop doux. » Mais au fond, quelque chose l'inquiétait. Ce regard. Cette carte. Cette certitude dans la voix de l'homme. Monsieur Condat se leva lentement, déposa la carte sur la table, et dit simplement. « Si tu veux changer ta vie, suis-moi. Maintenant. » David resta figé. Il regarda la carte. Puis la porte du bar. Puis l'homme. Et dans un souffle, il murmura pour lui-même. Et si c'était vrai ? Alors, sans dire un mot, il se leva, poussa la chaise, et le suivit. La voiture qui attendait devant le bar n'avait rien à faire dans ce quartier. Une Mercedes Maybach noire, vitres teintées, jantes brillantes, moteur silencieux comme un fauve endormi. David hésita une seconde. Il avait grandi dans la rue, il savait reconnaître les pièges, voiture trop chère, promesses trop rapides, homme trop poli. Mais il y avait quelque chose dans l'énergie de ce moment, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Comme si sa vie l'avait attendu ici, à cette heure précise. Monsieur Condat ouvrit la portière arrière, lui fit signe d'entrer. David s'installa, le cœur battant. À l'intérieur,
Tout respirait le luxe discret, cuir beige, parfum fin, silence absolu. Pas de chauffeur visible. Pas de musique. Seulement Monsieur Condat, et son calme dérangeant. Tu n'auras pas beaucoup de questions à poser. Juste une décision à prendre, dit-il, en sortant un petit dossier de cuir noir. Il l'ouvrit. Dedans, un contrat. 2 pages. Une écriture nette, minimaliste. Et en haut. Pacte de transaction temporaire 3650 jours. David lut en silence. Clause principale. Le signataire recevra la somme de 20 millions d'euros par jour pendant une durée de 10 ans. En contrepartie, le signataire devra impérativement dépenser l'intégralité de cette somme avant minuit chaque jour. En cas d'échec, il mourra dans les 24 heures suivantes. Aucune échappatoire. Il relut 3 fois la phrase. Il releva la tête, les yeux écarquillés. C'est une blague, non? Une caméra cachée? Monsieur Condat secoua la tête. Tu crois vraiment que je m'habillerais comme ça pour une caméra cachée? David, tu as souffert. Tu as survécu. Et tu as assez d'orgueil pour croire que tu mérites plus. Tu as raison. Mais il faut choisir. David regarda à nouveau le contrat. 20 millions par jour. Même s'il payait les dettes de tous ses amis, achetait des voitures, donnait à sa mère, construisait un immeuble, il restait de l'argent. Et il devait tout dépenser. Chaque jour. Et si je donne aux pauvres? Aux orphelinats? Aux ONG? Peu importe ce que tu fais avec. Tant que c'est dépensé. Et légal. Tu peux même brûler l'argent, si tu veux. Mais il doit disparaître. Et si je décide d'arrêter? Tu meurs. Il n'y a pas de bouton stop. Tu signes, tu commences. Tu continues jusqu'à la fin. Ou tu tombes. David prit une profonde inspiration. Il repensa à sa mère, au marché, à ses nuits sans manger, aux humiliations, aux rêves jamais réalisés. Et si j'arrive à tenir? Jusqu'au bout? Monsieur Condat sourit. Alors, à la fin des 10 ans, tu gardes tout ce que tu as bâti. Tout. Et tu seras libre. Un silence. Long. Pesant. Puis David tendit la main. Donne-moi un stylo. Il signa. En bas, son nom. David Kouakou. L'encre n'était même pas encore sèche que la Mercedes démarra. La carte noire réapparut dans la main de Monsieur Condat. Il la tendit à David. Ta première journée commence demain matin, à 6 heures. L'argent sera chargé sur cette carte, chaque jour. Tu as jusqu'à 23h59 pour le dépenser. Et si je la perds? Elle revient toujours à toi. Tu verras. David regarda la carte. Elle brillait légèrement, comme si elle respirait. Il la prit. Elle était tiède. Étrangement vivante. Le lendemain matin, à 6 heures, son téléphone vibra. Plus 20 000 000 crédité. Il ouvrit les yeux en sursaut. Il était dans une chambre d'hôtel 5 étoiles, au drap blanc, aux murs dorés. Une suite présidentielle. Il ne se souvenait pas comment il était arrivé là. Il regarda autour de lui. Sur la table, un téléphone dernier cri, une montre de luxe, une chemise neuve, et un mot écrit à la main. Bienvenue dans le jeu, David. Tu n'as plus qu'à jouer, ou mourir. Quand David sortit du lit, il n'était plus le même homme. Pas parce que quelque chose avait changé en lui. Mais parce que tout autour de lui avait changé. La suite dans laquelle il se réveilla n'avait rien à voir avec les matelas durs et les draps rêches de Yopougon. Lit king size, vue panoramique sur la lagune d'Abidjan, salle de bain en marbre, jets d'eau multiples, parfums d'ambre diffusés dans l'air, petit déjeuner servi sur plateau d'argent, croissant, jus pressé, saumon, mangue découpé à la perfection. Mais David n'avait pas faim. Il avait peur. Son téléphone vibra à nouveau. Rappel automatique. Il vous reste 17h23 pour dépenser 20 millions d'euros. Il se redressa d'un coup. C'était donc vrai. Il avait réellement signé ce pacte. Sur la table, la carte noire reposait, toujours brillante, presque arrogante. La première chose qu'il fit, ce fut d'appeler un chauffeur privé via l'application de la carte. Une Lamborghini arriva devant l'hôtel en moins de 10 minutes. Le chauffeur portait des gants blancs. « Où allons-nous, monsieur Kouakou » demanda-t-il poliment. David hésita, puis répondit. « Chez moi. À Yopougon. Quartier Siporex. » Le chauffeur ne broncha pas. Arrivé dans son ancien quartier, les regards se figèrent.
Les enfants s'arrêtèrent de jouer. Les vendeuses cessèrent de crier. Les anciens plissèrent les yeux. C'était comme voir un éléphant au marché. Et quand David descendit, tout le monde se rapprocha. Mais il n'avait pas de temps pour les explications. Il marcha droit vers une vieille cour délabrée, au mur décrépit, où sa mère l'attendait sous un manguier, comme chaque matin. Quand elle le vit, elle fronça les sourcils. « David ? C'est quoi encore ça ? Tu t'es encore mis dans des histoires ?» Il s'agenouilla devant elle, prit ses mains. « Maman, aujourd'hui, ta vie change. » En 2 heures, il régla les dettes de sa mère, acheta une villa neuve à la Riviera Bonoumin, dans un quartier où les ministres sont voisins. Villa de 600 mètres carrés, piscine à débordement, jardin fleuri, cuisine italienne, chambre spacieuse, climatisation centrale, sécurité 24h24. Il paya en une seule transaction. Les agents immobiliers restèrent bouche bée. Un seul mot, virement instantané. Il acheta aussi une voiture neuve pour sa mère, une Mercedes GLC blanche, siège en cuir crème, GPS, toit panoramique. Et il paya 3 domestiques à l'année, en avance, une cuisinière, une gouvernante, un jardinier. Mais il n'était que 13h47. Et il restait encore plus de 10 millions à dépenser. Il se rendit alors dans une bijouterie de luxe à Marcory, la plus chère de la ville. Montre Patek Philippe, chaîne en or blanc, bracelet en diamant, bague sur mesure gravée King D. Il ressortit avec près de 6 millions en bijoux. Puis il fonça au Mall de Cap Sud, et vida 3 boutiques de vêtements de luxe. Balenciaga, Gucci, Dior. Costumes, chemises, lunettes, baskets édition limitée. Il s'habilla sur place, posa même pour une photo que le gérant publia sur Instagram. Un prince est passé chez nous aujourd'hui. Il était 17h12. Il restait encore 1,5 million. Il fit alors un dernier arrêt. Un restaurant 5 étoiles, sur le toit d'un immeuble, avec vue sur la mer. Il réserva tout le restaurant. Rien que pour lui. Il commanda le menu le plus cher, plusieurs bouteilles de champagne, du homard, des langoustes, du caviar, des desserts aux feuilles d'or. Puis il paya une énorme pourboire au personnel, 1 million de francs. À 23h56, il scanna sa carte pour la dernière fois de la journée. Montant, 70 000 €. Achat, parfum de luxe pour homme. Il reçut alors un message sur son téléphone. Montant total dépensé aujourd'hui, 20 millions d'euros. Statut, en VIE. Prochaine recharge, demain, 6h. David se laissa tomber dans le fauteuil du restaurant vide. Il avait tenu le pacte, pour aujourd'hui. Mais un frisson lui traversa l'échine. Et demain ? Les jours suivants furent un tourbillon de plaisir, de vitesse et de folie. David était riche. Officiellement. Visiblement. Dangereusement. Il n'était plus le petit de Yopougon. Il était devenu l'homme dont tout Abidjan parlait, même dans les coulisses des villas d'Assini, sur les yachts privés de Grand Bassam, ou dans les salons feutrés de l'aéroport privé d'Abidjan. Chaque matin à 6h, la même alerte. Plus 20 000 000 d'euros crédités sur votre carte. Et chaque jour, le même compte à rebours. Temps restant, 17h59. Jour 2. David affrète un jet privé direction Dubaï. Il atterrit dans une villa avec piscine intérieure, staff privé, Lamborghini à la porte. Il invite 4 influenceuses ivoiriennes qu'il avait toujours vues sur Instagram, mais qui ne le regardaient jamais avant. Elles débarquent sans poser de questions, séduites par son nouveau statut. Il les emmène dîner dans un restaurant suspendu à 200 mètres du sol. Il paie une addition de 3 millions pour des plats qu'il ne finit même pas. Le soir, dans le jacuzzi, les bulles chantent plus fort que les voix. Il rit, mais un petit coin de son esprit reste en alerte. Jour 3. Il est en Sardaigne, sur un méga yacht de 70 mètres. Héliport, jacuzzi sur le pont, salon en marbre, cave à vin, digi privé. Il organise une fête pour célébrer la vie. Des mannequins d'Afrique du Sud, du Nigeria et même de France sont là. On le filme, on le tag, on le glorifie. Le nouveau roi africain du luxe. Il paie tout le carburant du yacht en cash, 5 millions. Il fait livrer 30 bouteilles de champagne rosé vintage. Et à minuit, il explose tout son budget. Jour 4, 5, 6. Marrakech, Seychelles, Monaco, Accra, Lagos. Des jets. Des villas. Des robes fendues. Des cigares cubains. Il vit la vie que les autres regardent sur TikTok, mais en vrai. Sauf que chaque jour est une guerre contre l'heure.
Et malgré l'argent illimité, David commence à comprendre que le luxe peut devenir un piège lent. Jour 7. Il est à Paris. Dans un palace, suite présidentielle. Il s'ennuie. Tout ce qui le faisait vibrer commence à perdre sa saveur. Il regarde autour de lui, 3 femmes dorment dans le lit. Le champagne est encore frais. Sa montre brille à son poignet. Mais il ne ressent rien. Et surtout, ce matin-là, il reçoit 2 messages au lieu d'un. Le premier est habituel. Plus 20 000 000 d'euros crédités. Mais le deuxième le glace. Rappel, vous ne pouvez pas donner 2 fois de l'argent à la même personne en une période de 30 jours. Clause 6A. David fronce les sourcils. Il essaie de faire un virement à sa mère pour ses médicaments, refusé. Transaction interdite. Bénéficiaire déjà rémunéré cette semaine. Il panique. Il relit le contrat qu'il avait signé sans réfléchir. Et là, il découvre la règle cachée. Chaque bénéficiaire d'un transfert d'argent ou d'un achat direct ne peut apparaître qu'une seule fois tous les 30 jours. Toute tentative répétée bloque la transaction. Et l'argent non dépensé dans les temps entraîne la mort. Il ne peut plus redonner à sa mère. Ni à ses amis. Ni aux mêmes boutiques. Ni au même restaurant. Le jeu devient plus difficile, plus cruel. Il doit trouver chaque jour de nouvelles façons de dépenser 20 millions. Pas seulement acheter. Innover. Choquer. Réinventer. Et la pression monte. Il regarde l'horloge. Temps restant, 7h12. Montant restant à dépenser, 14 500 000 euros. Et pour la première fois, David ne sait plus comment dépenser. Ce jour-là, alors qu'il restait à peine 3 heures et qu'il ne savait plus comment dépenser l'argent, David fit ce que personne n'attendait de lui. Il prit son téléphone, ouvrit Instagram en direct et dit : « Je m'appelle David. J'ai connu la faim, la poussière, l'humiliation, le rejet. Aujourd'hui, j'ai les moyens d'aider, et je vais le faire. Chaque jour, je choisirai 10 personnes parmi mes abonnés pour leur envoyer de quoi changer leur vie. Sans concours. Sans condition. Parce que je peux. Parce que je veux. » La planète s'enflamme. En 24 heures, il atteint 50 millions d'abonnés. En une semaine, 500 millions. En 2 semaines, 1 milliard. Les gens l'appelaient le bienfaiteur silencieux. Le milliardaire au cœur pur. L'ange d'Afrique. Tous les soirs, à 20h pile, il faisait un live discret. Pas de musique, pas de show. Juste lui, simple, souriant. Caméra. Bonsoir. Voici les 10 personnes du jour. Vérifiez vos comptes. Rêvez grand. Changez vos vies. Étage d'innon s'affichait. 10 virements instantanés de 1,5 million chacun. Les commentaires explosaient. Je n'y crois pas. David m'a sauvé la vie. Mon fils va enfin pouvoir se faire opérer. On a un toit ce soir grâce à lui. L'impact est réel. Il finança des orphelinats, des écoles rurales, des centres de santé, des maisons pour veuves, des bourses d'études pour jeunes filles. Mais jamais il ne parlait de sa mission. Jamais il ne parlait du pacte. Il disait simplement : j'ai eu la chance. À mon tour de tendre la main. L'homme que tout le monde regarde et ne comprend pas. Les journalistes tentaient de le coincer. D'où vient votre fortune ? Un héritage inattendu, répondait-il calmement. Vous ne voulez vraiment pas qu'on vous décore ? Je ne veux pas de médailles. Aidez juste les vôtres. Mais les gens sentaient qu'il y avait quelque chose de plus. Une intensité dans ses yeux. Une urgence dans ses gestes. Il semblait vivre chaque jour, comme si c'était le dernier. Mais dans l'ombre. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à des milliers de kilomètres de là, quelqu'un l'observait. Un homme en fauteuil roulant. Dans une maison sombre. Avec un carnet rempli de noms. Et tout en bas, écrit en lettres rouges. David Pacte actif. 67 jours restants. Si vous avez aimé l'histoire, écrivez suite en commentaire pour la partie 2.